Bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue au webinaire sur la facturation électronique obligatoire en B2B, dont nous allons parcourir les enjeux et la mise en œuvre. Alors, je suis accompagnée donc de Florence Dexan et de Vincent Dreux. Donc, je vais les laisser se présenter d'ici 2 petites minutes, mais on va peut-être attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu que d'autres auditeurs et participants puissent se connecter, parce qu'il est 11 heures pile. Donc, c'est important de laisser le temps à chacun. Voilà, en tout cas, on est ravis de pouvoir vous expliquer les enjeux de ce projet qui va être un vrai tsunami pour les entreprises dans les années à venir. On a eu le tsunami de la retenue à la source qui était plutôt à destination des particuliers, même si ça impliquait les entreprises il y a quelques temps. Voilà, donc là, vraiment, l'État va s'attaquer à la collecte de la TVA, donc qui est un vrai sujet pour l'État. Alors, il est 11 heures pile. Nous avons déjà de nombreux participants, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un sujet il n'a pas été extrêmement communiqué, on va dire. Hein. Ça reste encore assez confidentiel, ce sujet-là, mais il va clairement devenir un sujet phare dans les prochains mois. Donc voilà, donc c'est important de s'y préparer au mieux pour comprendre les attentes et ce qui va arriver. Alors, on attend encore une petite minute, Florence et Vincent. Oui, volontiers. Bon, très bien. Voilà, donc on va pouvoir bientôt démarrer. Voilà, je pense que là, on a suffisamment de participants pour démarrer. Ce qu'on fera peut-être, c'est d'ici 2-3 petites minutes, on rappellera le thème et les différents et l'agenda, comme ça, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, ils seront au courant. Alors, donc, je commence par me présenter. Donc, Marie-Hélène Ménard, je suis directrice générale de Référence DAF. Donc, nous proposons des directeurs financiers à temps partagé à destination des PME et des ETI pour finalement les sociétés qui n'auraient pas les besoins et ni les moyens finalement de recruter des DAF à temps plein. Je suis accompagnée aujourd'hui donc de Vincent Dreux et de Florence Dexan. Donc là, je vous laisse vous présenter, Vincent et Florence. Qui veut démarrer? Florence, peut-être? Oui, bonjour. Donc moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience en ayant travaillé 13 ans chez L'Oréal, 14 ans chez HSBC, mais également en SS2I et en start-up. Depuis 4 ans, je me suis consultante et j'accompagne des entreprises dans la gestion de leurs projets de transformation et la gestion des risques, avec des thèmes plus particulièrement que je peux suivre, les moyens de paiement, la facturation électronique et les sujets de conformité. Très bien. Bon, je me présente, Vincent Dreux, bonjour. J'ai une double formation d'expertise comptable et de traitement de l'information, ce qui m'a permis d'occuper des postes de direction financière. Mais j'ai été piqué par le virus de l'entrepreneuriat il y a une vingtaine d'années. Je me suis consacré au développement de solutions pour digitaliser les processus administratifs, financiers et comptables. Je suis cofondateur et administrateur du Forum national de la facture électronique. Et nous, en tant que tel, nous participons au groupe de concertation mené par la DGFiP sur les articles de cette nouvelle loi. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous sommes bien entourés aujourd'hui pour pouvoir traiter ce sujet qui effectivement va devenir extrêmement important dans les prochains mois et années puisqu'il va concerner toutes les entreprises. Alors aujourd'hui, nous avons donc 45 minutes ensemble. Au programme de ce webinaire, nous avons 30 minutes de prévues qui seront dédiées donc à la présentation du projet de facturation électronique obligatoire donc, qui fait partie du projet de loi du gouvernement. Donc, on va comprendre avec Florence et Vincent les objectifs du gouvernement sur ce sujet, les enjeux et les calendriers du projet, les modalités et surtout comment s'y préparer pour vous, dirigeants d'entreprise, directeurs financiers d'entreprise ou même DSI de votre entreprise. Voilà, quels sont les enjeux qu'il va falloir, comment il va falloir s'y préparer sur les prochains mois et années pour pouvoir répondre aux exigences du gouvernement.
Ensuite, à l'issue de cette présentation, nous aurons 15 minutes de questions-réponses. Je vous encourage à poser vos questions directement sur l'onglet questions qui est à droite là, sur Livestorm. On répondra à toutes les questions à la fin de ce webinaire. Et si jamais il y a trop de questions, ce que j'espère, on les traitera évidemment en séparé en vous répondant à chacun. Voilà. Donc, si on va directement dans le vif du sujet, donc c'est effectivement un tsunami qui risque de concerner toutes les entreprises à horizon 2023. Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les objectifs du gouvernement concernant cette loi sur la facturation électronique obligatoire? Bon, effectivement, il y a 4 grands objectifs que poursuit le gouvernement. Le premier objectif, bien sûr, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, estimée en France entre 10 et 20 milliards d'euros par an. Alors, pour faire cette lutte, le gouvernement veut s'assurer qu'il collectera toute la TVA, s'assurer que la TVA déductible correspond à une TVA collectée et détecter les comportements frauduleux et les systèmes type carrousel. Deuxième objectif, il faut bien qu'il y en ait pour les entreprises, donc c'est l'amélioration de la compétitivité. D'abord par la baisse des coûts de traitement. En gros, il y a une économie potentielle de 5 à 10 euros qui dépend bien sûr de l'organisation et des process en place dans chaque entreprise et de la taille de l'entreprise. Et ensuite, c'est la diminution des retards de paiement affectant la trésorerie des entreprises, qu'on peut chiffrer en gros à 19 milliards pour les PME et 7 milliards pour les ETI. Il y a un troisième objectif, c'est l'amélioration du service à l'usager assujetti à la TVA par le pré-remplissage à moyen ou long terme des déclarations de TVA. Et un quatrième objectif qui est statistique, qui est la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. D'accord. Et Vincent, donc on voit bien que c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement le gouvernement français, hein, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gouvernements dans le monde et on n'est pas les seuls à pouvoir mettre en place ce type de projet. Oui, c'est déjà en place en Italie depuis 2 ans. C'est en cours en Espagne. En fait, ça remonte du sud au nord en fonction du taux de recouvrement par les États de la TVA. D'accord. Voilà. Et donc, après s'être attaqué à la retenue à la source, donc là, il s'attaque à la facturation électronique obligatoire. Alors, donc là, on voit un petit peu donc, quels sont les enjeux de ce projet, hein, donc qui sont évidemment des enjeux clés pour le gouvernement. Quel est le calendrier qu'ils ont communiqué et qui est-ce que ça va concerner à quel moment, Vincent? Eh bien, c'est un calendrier qui est très court. Au 1er janvier 2023, tout le monde est concerné pour la réception des factures électroniques, c'est-à-dire chaque entreprise devrait être en mesure de recevoir des factures électroniques. C'est colossal comme objectif. Alors, en parallèle, il y aura des obligations d'émission. Donc, au 1er janvier 2023, ça concernera les grandes entreprises. En 2024, les ETI. Et en 2025, toutes les entreprises. Mais si une TPE veut commencer en 2023, libre à elle. D'accord. Et ce qui est sûr, c'est que plus longtemps on a des flux différenciés entre émission et réception, plus ça va être compliqué pour les sociétés. Donc finalement, notre conseil, c'est quand même d'encourager de rentrer sur ce type de projet le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Ok. Alors, on parle de facture électronique obligatoire, mais concrètement, ça veut dire quoi? Merci. Alors concrètement, ça veut dire la chose suivante. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la facture électronique existe depuis 35 ans en France. Elle a d'abord été cloisonnée dans des métiers particuliers, type automobile et grande distribution, et puis progressivement, elle a commencé à s'étendre. Alors, ce qui caractérise une facture électronique, c'est l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. L'authenticité, ça consiste à s'assurer de l'authentification du fournisseur en relation avec le bien ou service livré, objet de la facture, et que la facture a bien été transmise sous son contrôle, par lui-même ou par un tiers prestataire, ou par son client en cas d'autofacturation. Bon, ensuite, l'intégrité. L'intégrité consiste à assurer que les données contenues dans la facture ne seront pas altérées tout au long de son cheminement de l'émetteur au destinataire
et jusqu'à la fin de la période de conservation légale. Troisième caractère, la lisibilité. Ça consiste à garantir que le document facture sera lisible à travers un écran ou en impression par l'entreprise destinatrice ou son contrôleur. Alors, l'État a autorisé 3 modes d'échange et de facture électronique. Alors, tu as la facture électronique assortie de contrôles documentés permanents établissant une piste d'audit fiable. La facture électronique assortie d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié. Alors, c'est ce que vous rencontrez aujourd'hui dans ce qui était mis par exemple, par les opérateurs télécoms. Et ensuite, la facture électronique par échange de données informatisées, type EDI, avec dispositif prévu par la DGI, contrat d'interchange, liste récapitulative de messages et historique des partenaires. Donc aujourd'hui, on est habitué à recevoir un PDF, par exemple, pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ou pas? On va dire. Oui et non. Oui et non. Voilà, on va y répondre. On va y répondre tout à l'heure. Bon, alors, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, les principaux modes d'échange de ces factures sont en format PDF simple, tel qu'on les connaît aujourd'hui, en format fichier structuré et en format mixte, PDF plus fichier structuré. Par exemple, la facture X, qui est le standard franco-allemand, qui était une véritable novation et qui va servir de support à cette migration. D'accord. Alors, donc ça, donc finalement sur les critères d'une facture électronique aujourd'hui, ils n'ont pas évolué de manière dramatique. En revanche, qu'est-ce qui va changer? C'est vrai, finalement les données qu'il va falloir transmettre à l'administration fiscale à partir de 2023. Florence, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, ce qui est d'important, c'est que donc, quand la loi de finances 2020 est sortie, ce qui a été avancé, c'était une obligation de facture électronique pour entre entreprises pour le marché domestique et la volonté de l'administration de récupérer elle-même des données concernant ces factures. Durant l'année 2020, il y a eu une étude des conditions de mise en œuvre faite par la DGFiP et il y a eu le constat qu'en récupérant les seules données de factures liées au marché domestique, l'État ne pourrait pas lutter efficacement contre la fraude concernant le recouvrement de la TVA. Donc, ils ont ajouté à leurs besoins d'information des données qui touchent toute la vente des entreprises à l'export, la vente des entreprises aux particuliers, mais également des données de paiement concernant les factures, car l'exigibilité de la TVA quand il s'agit de services se concrétise au moment du paiement de la facture. Donc, donc est apparu à partir de là 2 choses qui allaient se mettre en place. D'un côté, l'e-invoicing qui concerne l'obligation de facture électronique pour les factures B2B domestiques et l'envoi de certaines informations à l'administration fiscale. Et de l'autre côté, des données complémentaires que l'administration fiscale veut avoir sur les ventes export, les ventes aux particuliers et les données de paiement des factures. Voilà. Là, on voit que là, ça se complique. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est déjà assez différent. Alors après, il y a quand même des changements qui se font en plus avec ça. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant. Aujourd'hui, il y a des données obligatoires dans une facture. Il va y avoir une évolution, il va y avoir 4 mentions obligatoires supplémentaires. Le SIRET client,
l'option pour la TVA sur les débits, l'adresse de livraison des biens ou d'exécution des services et la nature de l'aspiration, à savoir cette facture concerne que des produits, que des services ou concerne les deux. Donc là, ça veut dire que pour une entreprise, il faut qu'elle connaisse parfaitement, par exemple, où sont livrés ces biens. Ça, normalement, Ah, ils savent, hein, mais bon, encore faut-il qu'ils les renseignent dans leur système. Et le lieu d'exécution des services. Donc là, par exemple, pour une société qui a des consultants qui peuvent être partout, c'est quand même un changement dans les process. Hein. ah bah, je dirais que c'est des notions qui existent, enfin c'est des informations qui existent, elles ne sont pas forcément enregistrées de façon structurée dans les systèmes d'information. Et donc, ce qu'il y a d'important, c'est si le gouvernement demande à ce qu'on leur restitue, il va falloir être capable de les trouver et d'indiquer clairement enfin, elles devront être mises à des endroits précis. Alors ensuite, là, le point également essentiel et c'est là où les choses vont impacter inévitablement les entreprises, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'émission de factures B2B domestiques d'une entreprise à une autre sans passer par une plateforme qui devra être certifiée. Donc, soit il y aura utilisation de la plateforme publique centralisatrice, qui va être un peu l'équivalent de ce qui est Chorus Pro aujourd'hui pour le marché public hein, des factures. Donc, soit par des plateformes privées qui devront être certifiées. Et là, c'est un point important de comprendre qu'il y aura, quand une facture sera émise, en réalité, il y aura un contrôle des données obligatoires qui devra être fait de la présence des données obligatoires, qui sera fait par les plateformes certifiées. Et s'il y a un manquement, la facture ne pourra pas être émise. Donc aujourd'hui, une facture qui est incomplète, elle part à la contrepartie. Là, elle ne partira pas parce que ça fera partie des obligations de la plateforme certifiée. Donc, elle sera bloquée et donc on ne pourra pas être payé pour une facture qu'on a. Vous ne serez pas payé, la facture n'existera pas pour le client. Alors ensuite, le point également essentiel, c'est que l'administration donc souhaite recevoir des données de ces factures. Alors à ce jour, ils sont en train de s'orienter sur l'ensemble des données obligatoires, mais tout n'est pas encore validé. Et là, ils veulent ces informations de façon structurée. Ce pourquoi, à terme, l'envoi d'un PDF simple ne sera plus possible. Voilà. Et il est clair également que pour nous, à partir du moment où on se doit d'envoyer de façon structurée des données à l'administration, ce serait quand même assez dommage de ne pas les faire parvenir à sa contrepartie également, qui pourrait avoir du coup une opportunité d'amélioration de ses process. Un point important, et donc, c'est que pour pouvoir échanger, la plateforme publique va mettre en place un annuaire des entreprises qui permettra que l'on trouve l'adresse ou les adresses électroniques de la société de contrepartie. Alors, on peut peut-être afficher le schéma. Oui, tout à fait. Là, donc, on va voir effectivement comment ça va fonctionner. Allez-y, Florence, je vous laisse. Donc, vous voyez là, il y a des entreprises, elles ont le choix, soit elles placent par une plateforme privée, soit elles adressent directement à la plateforme centralisatrice, publique centralisatrice. Quoi qu'il en soit, ces plateformes vont faire ce qu'on appelle du clearance, c'est-à-dire elles vont donner une autorisation. Oui, il y a bien toutes les données obligatoires, donc vous êtes autorisé à émettre la facture. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, hein, qui est important. Donc, soit la plateforme, si on est passé par une plateforme privée, elle va adresser à la plateforme centralisatrice toute la facture si la contrepartie utilise la plateforme publique. Si la contrepartie n'utilise pas la plateforme publique et a elle-même une plateforme privée, elle n'enverra à la plateforme publique que les données de facture requises par l'administration fiscale et par un autre flux, elle adressera la facture originale à la plateforme de sa contrepartie.
Voilà, donc là, on voit bien la complexité du sujet, puisque, alors déjà aujourd'hui, on ne sait pas qui vont être ces plateformes. Aujourd'hui, on n'en a aucune idée. Non, alors il y Si en a on a qui des... existent. Il y a Oui, des choses. il y a des gens qui occupent déjà le terrain. Il y en a une douzaine à peu près qui existent, qui vont probablement se faire certifier. De même que je vois moi aussi les grands facturiers se faire certifier eux-mêmes, vu le flux de factures qu'ils véhiculent. Alors, un point qui est important, si vous voulez, qu'on a eu comme information hier, à ce jour, quand on parlait des plateformes certifiées, l'axe était leur mission de contrôle de données obligatoires. Il semble que l'État veuille ajouter que ces plateformes auront des obligations de pouvoir gérer tant à l'émission, pour l'émission que pour la réception des factures, certains formats au minimum. Donc ça, tout n'est pas établi à ce moment-là, mais c'est important parce que ça veut dire qu'une plateforme privée utilisée par une entreprise qui ne gère qu'un type de flux parce que c'est complètement dédié à son activité, etc., pour être certifiée, elle devra être en capacité peut-être de pouvoir traiter d'autres formats, des Ouais, formats minimum. Hein. Donc, pour l'idée du gouvernement, c'est d'obliger la concurrence des plateformes et de s'assurer que personne ne sera bloqué par une entreprise qui lui imposerait un format qu'elle ne serait pas capable de traiter. Donc pour les entreprises, ça veut dire que, il faut qu'elles se conforment aux nouvelles exigences d'information qu'il va falloir indiquer sur les factures. Donc ça veut dire qu'il faut changer certains process en interne pour être capable de collecter cette information et donc de l'intégrer aux factures. Ensuite, il y a tout l'aspect de dématérialisation, puisque toutes ces données vont être dématérialisées. Et ensuite, les changements de flux, puisque ça va passer par ces plateformes-là, chose qu'aujourd'hui, on envoie une facture en PDF par email, quoi. Donc ça, c'est quand même des énormes changements, on voit bien. Et en fonction de la taille de l'entreprise, de ses process internes et de son secteur d'activité, ça peut être plus ou moins compliqué. Oui, absolument. Alors l'autre partie qui est donc importante, qui est arrivée avec la loi de finances de 2021, c'est ce fameux e-reporting. Et donc là, il n'est pas encore statué de façon claire par le gouvernement si il y aura obligation de passer par une plateforme ou si l'information pourra aller directement à l'administration fiscale. Là où les choses vont pas être très simples et on ne les connaît pas exactement, c'est que ces données pour le e-reporting, elles vont avoir une granularité et une fréquence pour l'attente du gouvernement qui vont dépendre des entreprises et de leur équipement, entre guillemets, à savoir toute entreprise qui a des logiciels de facturation devra extraire ces données de son logiciel de facturation et donc serait dans une obligation d'émettre des informations à même niveau, a priori, que ce qui est envoyé pour la facture domestique. Donc, grosso modo, les données obligatoires. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'ils avancent. Si la société a un logiciel de facturation, elle doit extraire. La fréquence n'est pas encore donnée, mais il est clair que si on reprend l'objectif du gouvernement d'être sur le suivi des activités des entreprises, plus l'information arrivera au fil de l'eau, plus leur capacité de palper l'économie s'améliorera. Si les entreprises, puisqu'on a également le B2C, donc il peut y avoir des logiciels de caisse, donc là, ça pourrait être les listes récapitulatives qui existent, journalières, qui pourraient être transmises. Ensuite, si on a une société qui n'a pas de logiciel de facturation, pas de logiciel de caisse, ça pourrait venir de la comptabilité. Mais pour ce qui est de l'export, on imposera que ce soit par client, l'information extraite, etc. Donc, voilà. Donc là, on attend des précisions, mais ça, cette partie-là peut être quand même un changement très important
Et le calendrier que donne l'administration est le même que celui de l'e-invoicing. Donc, ça pourrait signifier que dès le 1er janvier 2023, toutes les grandes entreprises sont censées faire leur e-reporting. On n'a pas d'informations aujourd'hui à ce jour plus que ça. Donc, par exemple, sur le paiement, où c'est plutôt le client qui va envoyer dire j'ai payé, mais il serait demandé également au fournisseur de valider qu'il a reçu le paiement. Là, on ne sait pas à quel moment ça situerait l'obligation. Donc, ça, c'est également donc des changements à venir qui sont loin d'être neutres, à mon sens, pour les entreprises. Oui, effectivement, des changements majeurs. Et puis surtout, on voit très bien l'étape suivante, c'est finalement la capacité de l'État à croiser des informations et donc à déclencher des contrôles oui. de manière quasiment automatique parce qu'il y aura des écarts entre… des incohérences. Incohérences. Voilà. Donc, c'est sûr que l'étau se resserre nettement envers certaines catégories d'entreprises qui effectivement avaient peut-être des pratiques un petit peu plus laxistes, on va dire. Oui. Très bien. Alors, donc là, on a compris effectivement les schémas. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, finalement, parce qu'on voit bien que ça va arriver vite, en 2023. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y aura des modalités concrètes qui vont être précisées d'ici le mois de septembre. Oui, parce que l'ordonnance, au plus tard, doit être émise fin septembre. Voilà. Donc, avec la loi de finances 2021, ils ont donné ce calendrier. Donc, c'est clair que tous les travaux, on va dire, avant l'été, on devrait avoir un niveau assez fin d'information dans ce qui est attendu, avec un fine-tuning durant l'été, mais à fin septembre, tout sera dit. Voilà. Oui, et c'est important de savoir que le calendrier sera respecté. La DGFiP a mis en œuvre des équipes qui sont très compétentes, qui bossent avec acharnement. Donc ils y arriveront. Ils vont y arriver. Oui, puis c'est un enjeu politique de toute façon. Oui, ils vont y arriver comme ils y sont arrivés pour le prélèvement automatique. Oui, à la retenue à la source, tout à fait. Ouais. Donc, on voit bien que pour les entreprises, la dématérialisation des process achats et ventes va être un enjeu majeur des directions financières dans les prochaines années. Et donc, finalement, concrètement, comment est-ce qu'on peut s'y préparer dès aujourd'hui pour pouvoir anticiper ces sujets et pas se retrouver finalement au pied du mur avec toutes les sociétés françaises qui vont se lancer dans la course et peut-être aussi, du coup, une pénurie de ressources pour pouvoir gérer ces sujets. Oui, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur le rôle de la plateforme publique par rapport aux plateformes privées. Les plateformes privées vont offrir des services qui vont et chercher à aider les entreprises. La plateforme publique sera plus, c'est comme Chorus Pro, c'est de la marche forcée et c'est pas forcément beaucoup de services. Alors, pour se préparer à ça, il faut, la première chose, c'est qu'il faut se regarder dans un miroir, c'est-à-dire revoir ses processus achats pour recevoir des factures dès 2023, c'est-à-dire catégoriser les fournisseurs, renoter les modes d'échange, mesurer les impacts et préparer un premier cheminement en électronique. Qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que je vais chercher mes infos? Comment je les traite, etc. Et puis… donc ça, c'est la première étape de la réception, parce que finalement, là, pour le coup, tout le monde est concerné dès 2023. Donc, comment est-ce que je reçois mes factures? Et ensuite aussi, comment je vais les stocker, etc. Il y a toutes ces questions-là. Il y a toutes ces questions. Et ensuite, comment je vais émettre mes factures? Alors, effectivement, on a dit que c'est des grandes entreprises dès 2023, donc on pense que celles-ci sont relativement bien accompagnées. Mais là, je pense plutôt à nos clients ETI et PME. Comment elles se préparent pour l'émission? Eh bien, elles vont revoir le process, revoir les logiciels, voir comment les éditeurs vont générer les nouvelles évolutions, voir l'intérêt de passer avec des plateformes X ou Y en fonction des services qu'elles offrent.
et mesurer les impacts de tout ça pour prendre des bonnes décisions. Et moi, je crois que ce travail doit être fait d'ici l'automne pour que les entreprises disposent réellement du temps pour faire évoluer leurs process et leurs systèmes. Oui, c'est ça. Donc, on fait le diagnostic en premier, évidemment, hein. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ces process-là, se poser les bonnes questions pour se mettre ensuite en ordre de bataille, on va dire à partir de la fin 2021, et finalement être prêt en 2023, quasiment. Voilà, exactement. Ouais. Il faut vraiment comprendre comment les contreparties qu'on peut avoir en face vont bouger. Comprendre dans des factures qu'on reçoit aujourd'hui de façon électronique ce qui va être remis en cause. Parce que il est clair que certains envois directs de PDF ne vont plus pouvoir se faire tel que ça se fait. Donc, il faut essayer de mesurer tout ça et derrière d'être capable de comprendre budgétairement ce que ça va signifier aussi, hein, Oui, exactement. en Oui, investissement à faire. Exactement. Et si on avait des volontés aujourd'hui d'améliorer certains process, de prendre absolument en compte ce qui peut se passer par rapport à cette nouvelle loi. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas intégrer ces nouvelles demandes. Exactement, exactement. Donc bon, on voit bien que c'est un sujet qui est complexe, hein, qui va concerner tout le monde, qui va induire des gros changements dans les process des entreprises. Donc on en est qu'au début. Ce qu'on avait dit Florence et Vincent, c'est que évidemment l'idée c'est qu'au fur et à mesure que les choses se précisent, on refasse ce type de webinaire pour finalement informer les participants de ce webinaire et puis tous les autres qui voudraient se joindre sur les évolutions et les modalités vraiment pratiques. Notamment, on en saura plus dans les prochains mois sur le type de plateformes qui vont peut-être se mettre dans la course. Donc tout ça, on pourra le préciser. Puis aussi sur le e-invoicing, on a sur le e-reporting, pardon, on a des modalités qui ne sont pas encore complètement calées. Voilà, donc c'est un sujet quand même qui est évolutif, hein, même si le cadre est déjà là. Alors, il y a des questions. Il y a des questions. Alors, il y en a une où j'ai répondu en direct, mais parce que c'était quelqu'un en tant que particulier qui se demandait s'il avait devoir informer l'administration qu'il avait réglé une facture. Non. Non. Le particulier ne va pas être tenu là. C'est bien pour ça qu'il est prévu aussi par le gouvernement que dans les données de paiement, le fournisseur lui-même indique si la facture a été réglée. Et puis, je dirais, donc là, non, les particuliers n'ont pas à s'inquiéter dans leur action personnelle par rapport à ça. Non, voilà. En revanche, dans le e-reporting, des données de vente aux particuliers seront communiquées par… Ah oui, absolument. Voilà, donc on ne peut pas quand même exclure qu'ils puissent faire des recoupements sur certains achats extrêmement importants. Oui, mais oui, ils vont faire des recoupements par rapport aux fournisseurs. Mais comme le particulier ne récupère pas la TVA, il n'a absolument pas besoin que le particulier dise qu'il a payé la facture. Non, tout à fait. Ça, de ce point de vue-là, on est d'accord. Alors, ensuite, on a une question. Donc, en quoi la facture électronique va-t-elle avoir un impact sur l'automatisation des enregistrements comptables? Cet impact peut-il aller jusqu'à se substituer aux solutions de digitalisation des enregistrements de factures que l'on trouve actuellement, type Use et autres? Donc là, on est sur les sujets vraiment de dématérialisation. Alors, clairement, oui. Oui. Parce que les factures vont arriver progressivement toutes en fichiers structurés. Ces fichiers structurés seront pris en charge par des robots gérés par les plateformes avec un peu d'intelligence artificielle et l'entreprise pourra programmer ces écritures comptables et les recevoir automatiquement dans son système. Donc là, il va y avoir une révolution aussi. Hein. Oui, une vraie révolution. C'est des opportunités, hein. Oui, tout à fait. Pour moi, on va dire que l'avantage de cette loi, c'est que aujourd'hui tout le monde tourne en rond à ne jamais pouvoir aller jusqu'au bout de l'automatisation parce que finalement la facture électronique n'est qu'une sur une partie de ses contreparties, que ce soit ses clients ou que ce soit ses fournisseurs. À partir du moment où il y a une obligation pour tout le monde, on peut réellement revoir dans une globalité des process et comme le dit Vincent, aller vers une automatisation d'enregistrement comptable, beaucoup plus que ce qu'on faisait.
Exactement. Donc ça va permettre aussi des gains effectivement de productivité dans les entreprises qui vont pouvoir automatiser la comptabilisation des factures et donc évidemment faire une remontée plus fiable et plus rapide de la compta pour les entreprises. Ça va aussi poser des questions sur le monde de l'expertise comptable probablement. Ça risque de changer aussi le métier. Donc là, il va y avoir aussi peut-être des changements. Tout à fait, parce que c'est des évolutions de tâches il y aura moins de saisie et plus d'analyse. Voilà. Exactement, exactement. Donc forcément une adaptation de cette profession à ces nouvelles. Mais bon, en même temps, ils seront aussi là pour apporter du conseil sur notamment les champs obligatoires des nouvelles factures, etc., etc. Alors nous avons d'autres questions. Est-ce que les auto-entrepreneurs sont concernés pour les factures de prestation de services en B2B? Ah oui, oui. Tout le monde sera concerné. Les entrepreneurs des auto-entrepreneurs sont des entreprises qui ont un numéro de SIRET, un numéro intracom de TVA, et en tant que telles, même si elles fonctionnent en régime d'exonération partielle, elles sont soumises aux règles des assujettis. Alors là, je pense que ce qu'il y a d'important quand même, c'est qu'il y a la plateforme publique qui va être gratuite et donc qui, pour toute entreprise, peut représenter en tous les cas, dans un premier temps, une solution. Donc là, je pense, alors je ne sais pas si parmi les participants, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec les marchés publics et qui donc ont l'habitude, déjà utilisent Chorus Pro. Donc, il va y avoir une nouvelle plateforme de développer. Ils ne peuvent pas, à partir de l'existant, mais ils vont reprendre beaucoup de noyaux de l'existant pour construire la nouvelle plateforme. Mais en tout cas, il y aura un service public proposé par rapport à la gestion des factures. Il est évident qu'il sera avec des standards fixés, que ce ne sera pas à la carte, ce qui pourra être proposé, mais ça pourra donner en tous les cas des solutions immédiatement pour les entreprises pour être capables d'émettre ou de recevoir des factures en électronique. Alors, on a une autre question sur le coût de ces futures plateformes. Est-ce qu'on a une idée? Alors, on sait que ce sera gratuit, mais pour les autres, est-ce qu'on a une idée? Non, on n'a pas d'idée pour l'instant. La seule idée qu'on ait, ce sont les tarifs pratiqués par les plateformes aujourd'hui. Mais comme on ne connaît pas le contour exact, c'est-à-dire, je prends un exemple. Il y a une partie du coût qui concerne l'archivage. On ne sait pas quelles seront les obligations en termes d'archivage. Est-ce que l'offre de l'État va être générique pour toutes les entreprises ou pas? Donc, je n'ai aucune idée, réellement. Bon, donc ça, c'est le type de questions qui vont évidemment être clarifiées au cours des prochains mois, probablement quand les plateformes auront sorti leurs offres concrètes de services. Tout à fait. Qu'elles soient vraies d'abord, et puis ensuite qu'elles proposent leurs offres de services. Mais on va proposer au cours d'un prochain webinaire d'écouter les offres de services que présente une plateforme et puis ça permettra de décortiquer un peu ces problèmes de tarifs. Alors, on a une question, plutôt un commentaire. Le métier d'expert comptable ne se limite pas à la saisie de factures. Je pense que c'est une opportunité de passer plus de temps sur du conseil. En ce sens, la profession s'est déjà positionnée avec des plateformes comme jefacture.com. Tout à fait, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup notamment la déclaration de TVA aussi est faite par beaucoup d'experts comptables. Donc là, mécaniquement, elle sera automatisée, en tous les cas à terme. Donc ça, c'est aussi un changement. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer. On voit bien qu'effectivement, de toute façon, la dématérialisation, que ce soit sur les achats, les factures, sur la facturation ou les achats, l'objectif, c'est évidemment d'enlever des tâches manuelles pour les remplacer par des tâches par d'automatisation, mais aussi de sécuriser les process. Donc, de toute façon, c'est forcément bénéfique, mais ça induit beaucoup de changements dans la manière de fonctionner. Voilà. Oui. C'est nécessairement une adaptation. Et puis là, on n'en a pas reparlé, ça a été donné dans les avantages que donnait Vincent au départ de limiter les retards de paiement,
et l'impact sur les trésoreries. Ce sujet-là ne touche pas les grosses entreprises parce qu'en réalité, elles n'ont pas de sujet. Hein. Au contraire, c'est elles. Et là, je dirais que c'est vraiment un sujet qui va être important et qui va venir aider les petites et moyennes entreprises parce que le process de paiement des factures devrait s'améliorer. Et il y aura une visibilité, en tout cas beaucoup, beaucoup plus forte des retards de paiement. Oui, parce qu'aujourd'hui, une entreprise du CAC 40 doit mettre dans son rapport annuel le pourcentage de factures qui ont été payées en retard. Là, quelque part, c'est quand même du déclaratif. Là, ça sera on va le voir en temps réel. Donc, oui. Souvent, ce qu'on voit, c'est que mettons qu'elles clôturent à fin décembre, elles ont bien amélioré sur le mois de décembre, et puis au mois de janvier, ça repart de manière très dégradée. Donc, il y a une petite notion de cut-off, évidemment, qu'elle joue pour des raisons de communication financière. Hein. C'est de bonne guerre. Là, ce sera plus possible. L'administration pourra calculer sur l'année le retard moyen de paiement, quelque part, de l'entreprise. Oui. Et ils vont s'assurer que les frais, normalement, si vous voulez, le fournisseur qui n'est pas payé de sa facture dans les délais, il doit facturer son client. Oui. Je pense que c'est rarement fait. Oui, très rarement. Et donc là, ça fait partie des données obligatoires de la facture. Et je pense qu'à partir de là, il y aura des choses qui vont être vraiment renforcées en contrôle à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, à nos participants, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Nous sommes tous réunis pour pouvoir vous répondre. Donc, moi, dans les enjeux que je vois du point de vue du directeur financier, déjà, je pense que première chose, alerter son directeur général. Je pense que beaucoup de directeurs généraux ne sont pas au courant de tous ces changements. Donc, la première chose, c'est faire prendre connaissance à son président, à son directeur général de ces changements à venir et mettre dans le calendrier l'étude de ces process en interne pour pouvoir un petit peu s'y préparer. Ça, c'est la première étape. Du point de vue du directeur financier. C'est aussi le moment de se reposer les bonnes questions sur ces process achat et facturation pour finalement les optimiser et du coup se conformer, faire d'une pierre deux coups et se conformer aux nouvelles exigences. Donc là, évidemment, en fonction du secteur, en fonction de la complexité, vous aurez sans doute besoin d'accompagnement sur certains sujets. Donc, ça peut être des directeurs financiers, ça peut être un accompagnement DSI juste pour l'implémentation, et puis ça peut être un conseil beaucoup plus technique et complexe grâce à Florence et Vincent, bien évidemment. Alors, nous avons une autre question. Avez-vous une idée du traitement des prestations avec des jalons intermédiaires à valider par les deux parties? Oui, ça fait partie des cas métiers qui sont étudiés en ce moment. Donc, il y a des groupes de travail avec la DGFiP dans lesquels ces problèmes seront gardés. D'accord. Donc ça, normalement, on devrait avoir une réponse d'ici septembre. D'ici mois de mai-juin. Mai-juin, d'accord. Parce que là, il y a des ateliers de travail réguliers qui sont organisés avec les différents secteurs, les différents… Oui, en gros, 2 ateliers par mois. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'on aurait oublié certains sujets, Florence et Vincent? Non, je pense. Non, mais je crois qu'il faut vraiment que toutes les entreprises aient conscience que rien ne sera plus comme avant après ça. Ah oui, ça va être un tsunami. Quand je dis tsunami, ça va être un tsunami. Ça va rendre… il va falloir structurer les process, il n'y aura pas le choix. Oui. Après, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, donc on a des orientations, les informations précises ne sont pas encore connues, donc il faut être en vigilance de suivi. Exactement. Pour comprendre dans ce qu'ils vont décider. Alors, il est évident que dans les groupes de travail, il y a des représentants qui sont là pour tempérer les ambitions du gouvernement par rapport à la capacité des entreprises. Donc, dans les grands sujets, il y a est-ce qu'au 1er janvier 2023, le PDF simple ne devra plus exister ou pourra-t-il encore exister ?
Quels sont les formats minimums qui vont être demandés d'être capables de traiter? Donc ça, c'est des choses très importantes et dont on pourrait avoir quand même assez avant l'été, en tous les cas, une vision et qui permettront de savoir comment s'organiser. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est une période de transition sur encore la capacité à recevoir des PDF simples. Bon, c'est sûr que ça va faciliter les choses pour certaines entreprises, mais en même temps, ça va faire que reculer le problème. Donc, oui. voir ce que l'État a choisi en termes de stratégie. Et après, en stratégie, si c'est un peu challenging, je pourrais dire une entreprise qui essaie de mettre en place la facture électronique, il faut savoir que si elle voulait le faire à partir du 1er janvier 2023, même si elle est une ETI ou même si c'est une PME, elle peut le faire et ses contreparties seront obligées de prendre les factures. Ouais. Parce que l'obligation de réception, elle n'est pas que vis-à-vis des grandes. Non, c'est tout. Elle est vis-à-vis de tout le monde. Donc, ça donne aussi, ça libère chacun dans son projet de mise en place de la facturation électronique. Donc, voilà, donc c'est là où il y a à réfléchir. Alors, on a une dernière question et on va la prendre, parce qu'on est pile au bon moment. Doit-on réellement considérer que ce calendrier est inamovible, notamment au 1er janvier 2023, pour capacité de réception généralisée? Là, je crois que c'est clair. Ah oui, c'est clair. Oui. C'est clair parce que ne serait-ce que l'enjeu est politique et financier. Le manque à gagner sur la TVA pour l'État est égal au remboursement du pré-Covid. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi bête que ça. Je dirais que c'est... Oui, mais non, ça ne bougera pas. L'obligation de réception, je ne crois pas un instant, d'autant plus que le gouvernement a aussi la volonté pour les entreprises de digitalisation. Ça s'inscrit, cette loi ne fait partie que du gros programme de modernisation qu'a lancé le gouvernement il y a plusieurs années. Et ensuite, il faut voir, regardez sur le marché public, ils l'ont fait. Et dans le timing qu'ils avaient donné. Et il n'y a jamais eu de retour en arrière, jamais eu de modification du planning. Donc, j'y crois pas une minute, une modification du planning, moi. Par contre, il n'y aura pas de modification de planning, mais je crois qu'on va assister à une désintermédiation des métiers qui sont autour de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des conseils, vous avez des éditeurs, vous avez des experts comptables, vous avez des banques, etc. Et chacun va vouloir jouer une partie du nouveau rôle. Et ça va être passionnant d'assister au repositionnement des uns et des autres. Oui, parce qu'on pourrait imaginer que ces plateformes, finalement, une banque pourrait faire cette plateforme de clearance quelque part. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est ce qu'on va vous présenter. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un sujet en tout cas qui nous passionne. C'est un sujet qui va être extrêmement important dans les prochaines années. Donc, d'abord, je remercie tous nos participants à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié la qualité des échanges autant que nous. En tout cas, nous, on a apprécié, un, le préparer et deux, vous présenter cette discussion. C'est un sujet qui va nous occuper sur les prochaines années. Donc, on n'en est qu'au début. Et donc on vous reproposera d'autres sessions avec des cas un petit peu plus concrets dans les prochains mois au fur et à mesure de l'avancée des modalités, des discussions avec le gouvernement et donc la précision des différentes modalités. C'est ça qui est important aujourd'hui vu qu'on a dit que le calendrier était calé. Donc, ce qu'on vous propose, donc on partagera avec vous le webinaire, donc vous l'aurez en replay, et puis ensuite on vous proposera d'autres dates avec des sujets beaucoup plus précis. Donc, si jamais il y a des sujets absolument clés qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des besoins d'accompagnement pour réfléchir déjà à comment se préparer à ce sujet-là, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Vous aurez nos emails dans la présentation du replay. Voilà. Donc, je remercie encore Florence et Vincent d'avoir participé et d'avoir préparé ce webinaire avec moi. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie. À Marie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et bonne réflexion sur ce passionnant sujet. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.